bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur la chaîne Société Supraconsciente Réveillons Réveillés. On est là pour la 47e vidéo, et oui déjà, donc avec Jean-Paul. C'est parti mon kiki. Parti. De quoi nous allons parler du coup? Alors on va évoquer aujourd'hui le mazérisme. Donc les mazeri, c'est l'occultisme corse. Parce qu'il faut savoir que, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais la Corse, l'île, est le dernier territoire chamanique européen. C'est-à-dire que des ethnologues, des historiens, depuis les années 50, ont commencé à s'intéresser à l'occultisme corse. Et puis en allant enquêter, ils se sont aperçus qu'en fait ça allait au-delà de l'occultisme, on rentrait dans le chamanisme. Donc les massiers, donc les mazeri, mazeru c'est au singulier, un mazer ou des mazeri. Donc le mazérisme corse, en fait, ce que les gens appelaient jusque dans les années 30, 40, 50 de l'occultisme, c'est plutôt du chamanisme. Alors je vais expliquer pourquoi. Alors en Corse, région par région, les mazeri ont des noms différents. Je ne vais pas tous les citer. Donc je dis le nom générique qui convient à tous les territoires en Corse, donc c'est les massiers. Alors massiers pourquoi? Parce que les mazeri, les chamans corses, jusqu'au 19e siècle, quand ils faisaient leur chasse nocturne, ils abattaient ils achevaient le gibier avec un gourdin, une masse. Donc on les appelait les mazeri, les massiers. Parce que quand ils attrapaient par exemple un chevreuil ou peu importe, ou un sanglier ou peu importe, ils le finissaient à la masse. C'était aussi le gourdin leur servait à se défendre aussi. Hein. Ils mettaient des petites pointes en fer sur le quignon pour se défendre aussi. Ils pouvaient s'en servir s'ils se faisaient embêter. Il y avait même des batailles de massiers à coups de masse. Quand des villages où il y avait deux massiers qui étaient un peu ennemis, les mazeri se donnaient rendez-vous, faisaient une vendetta, ils se donnaient rendez-vous dans la forêt, dans une clairière, et puis il n'y en a qu'un qui rentrait en vie le matin. Obligatoirement, un des deux massiers allait mourir. Se prenait un coup de masse. Ouais, c'était les Corses. Ben non, mais c'était jusqu'au 19e siècle, c'était comme ça. Les Corses, c'est dans les artères. S'il sait qu'il a raison, le gars, et qu'il rencontre de la mauvaise foi en face, obligatoirement, il y en a un des deux qui va mourir. C'est une tradition en Corse, c'est comme ça. On ne rigole pas avec ça sur l'île. Donc on rentre dans le cadre de décorporation mystique. Alors pourquoi l'occultisme corse, depuis les années 50-60, s'est transformé en chamanisme? Parce que les ethnologues, quand ils sont venus enquêter, et qu'ils ont posé des questions à des mazeri, ils leur ont dit mais l'occultisme, ça veut dire quoi? Vous faites des incantations, vous faites des bougies avec des petits bonhommes? Alors il a dit non, non, pas du tout, nous on ne touche pas ça, ça ne nous intéresse pas. Nous on fait des fusions avec des animaux. C'est-à-dire, le massier explique à l'ethnologue, moi, vous voyez l'aigle qu'il y a sur le versant ouest du Monte Cinto, sur la falaise rocheuse, avec son nid d'aigle, il vient de faire ses œufs. Et moi, cette nuit, ma conscience, je vais la projeter dans la conscience de cet aigle. Et je vais parcourir tout mon village, je vais me balader au-dessus de la mer. Et là, les ethnologues ont commencé à se dire, mais attendez, c'est des pratiques chamaniques, ça. Vous faites une fusion de conscience avec un animal comme les Indiens d'Amérique, comme les Sibériens, les Mongols taïques, les peuples mongols taïques. Un homme qui fusionne sa psyché avec un aigle, c'est pas de l'occultisme, c'est du chamanisme. Donc depuis quelque temps, l'occultisme corse est devenu le chamanisme corse. Et on a hérité de ce titre, dernier territoire européen chamanique. Alors, il faut savoir que le mazérisme est intimement lié en Corse avec la vendetta. Pourquoi? Parce que dans chaque village, les clans de brigands d'honneur, c'est des bandits d'honneur jusqu'au 19e siècle en Corse. Hein. C'était des gens qui seraient surnommés des Robins des Bois maintenant. C'est-à-dire qu'un bandit, il défendait la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire il prenait le maquis, le mec, la magia, il partait dans le maquis parce qu'une femme avait été expulsée de son appartement par des huissiers, par exemple. Et il allait lui faire la peau à l'huissier, le mec, dans la nuit, parce qu'il ne faut pas toucher une femme avec des enfants. C'était le banditisme d'honneur en Corse. Et ce qui se passait, par exemple, quand il y avait des affrontements entre équipes de brigands corse, parfois, dans l'équipe, il y avait un massier. Et ça faisait très peur à l'équipe adverse. Alors, il a été de tradition en Corse d'intégrer
un massier, un supraconscient par équipe. Ouais. Okay. C'était pourquoi? Parce que les Corses savent qu'on a des véhicules célestes, ils savent qu'on peut les fusionner avec des animaux, avec d'autres humains, ils savent qu'on peut emprunter le canal pranique pour fusionner même avec des cubes métatroniques. Cette science mercabique, ils la connaissent par cœur. Donc ils ont compris, les Corses, que s'il y avait une atteinte sur un massier, il y allait avoir des ripostes éthériques. C'est-à-dire que le véhicule céleste du massier allait s'en prendre à ceux qui l'avaient tué. Alors il fallait faire des incantations, pas des incantations, des préparations de massier à massier pour qu'il n'y ait pas la riposte occulte, éthérique. Donc chaque équipe, en Corse, de voyous, s'est retrouvée avec un massier à son rang, comme font les conseils d'administration des plus grands consortiums mondiaux actuellement. Les 25 plus grands consortiums mondiaux, depuis la fin du 19e siècle, du 18e siècle, depuis 1776-1777, se sont organisés en consortium. Ils ont compris que ces gens, les supraconscients, étaient très utiles parce qu'ils voyaient partiellement l'avenir, parce qu'ils pouvaient rendre mille et un services. Donc tous les conseils d'administration ont un supraconscient dans le conseil d'administration qui siège. C'est-à-dire les 25 plus grands consortiums mondiaux actuellement, il y a des supraconscients et des mystiques de haut niveau qui siègent. Ils ont fait comme les voyous en Corse. Ils se sont équipés. Dans chaque équipe, ils ont pris un massier. Donc ça, alors dans la vendetta, comme c'est intimement lié, c'est-à-dire tout ce qui relève des massiers, du mazzerisme, on l'appelle le rimbeku. C'est lié à une tradition, c'est-à-dire par exemple, une équipe veut exécuter un gars dans une autre équipe. Ils savent qu'ils ont un massier en face, ils savent qu'il va avoir une riposte éthérique. Ils ne veulent pas être embêtés parce qu'un massier, quand il a été tué, même après la mort, il peut tuer, il peut riposter, il peut mettre fin au jour de ceux qui l'ont tué. Alors il y a tout un cérémonial en mettant les couteaux aiguisés face au ciel, devant chaque fenêtre, pour éviter au véhicule céleste de rentrer. On met des serpettes, par exemple. On met des serpettes avec le tranchant pointé vers le haut, devant chaque fenêtre, devant les seuils de porte. Dans les 24 heures qui suivent le meurtre rituel, le rimbeku, c'est-à-dire quand ils vont exécuter la cible, c'est déjà préparé depuis 48 heures. Il y a les bougies qui brûlent, il y a les serpettes qui sont relevées, et toute la nuit, il y a le massier qui va faire son travail pour combattre le véhicule céleste de celui qui a été assassiné, pour éviter les ripostes éthériques. Donc ça siège dans les 5 grands commandements de la vendetta. Donc la réunion, la consulte, comment ça s'appelle? L'opera, c'est l'exécution. Rimbeku, c'est la tradition magia, ça veut dire fuis après, et umerta, ça veut dire tais-toi. Donc consulte, préviens tes proches, tue-le, fuis et garde le silence après. Une fois que tu as fait ton rimbeku, une fois que tu as fait ta cérémonie, après, c'est jamais arrivé. C'est les 5 commandements de la vendetta. Donc on voit que c'est important, même chez les voyous. Le commandement du rimbeku, qui a à voir avec le mazérisme, il est inclus dans les commandements de la vendetta. On ne tue pas un ennemi sans avoir fait ses protections occultes. C'est très ancré, c'est-à-dire c'est les seuls à le faire actuellement en Europe, c'est les voyous corses. Et ils continuent de nos jours. Alors attention, c'est par superstition aussi. C'est-à-dire, les Corses, ils sont très superstitieux. Donc il y en a qui le font par foi. Les massiers, les mazères, ils le font, c'est leur foi. Ça devient une foi après, quand on a accès au canal pranique, à l'émanation de la substance divine, quand on rentre dans ces sciences mercabiques, ça devient une foi parce qu'on communie avec l'émanation de la substance divine, on communie avec l'essence de Dieu. Mais par exemple, sur 20 voyous dans une équipe, il n'y a qu'un seul massier. Les autres le font juste par superstition, parce qu'ils ne savent pas si ça existe. Ils le font parce qu'ils se disent, mince, ça a l'air important, il faut le faire. Sur 20 voyous, il n'y a qu'un massier dans une équipe. Et encore, des fois, quand il y a un vrai massier, parce que des fois, il y a des massiers, ce n'est pas vraiment des massiers. Ils essayent de se lancer là-dedans, mais ils ne maîtrisent pas. Ça se retourne même parfois contre eux. Donc, s'il y a des questions, c'est à partir de maintenant, après je développe. Non, justement, je voulais savoir si de nos jours, justement, encore ça se pratiquait encore, tu m'as répondu. Oui, ça se pratique. Alors attention, c'est en train quand même d'un peu se diluer. C'est-à-dire, déjà, il faut savoir que en Corse, les insulaires, les Corses qui habitent sur l'île, ils sont, je ne sais pas, 350 000, quelque chose comme ça. On enlève à peu près 50-60 000 non-Corses, c'est-à-dire des Brestois qui se sont installés en Corse.
On va dire qu'il reste 280 ou 270 ou je ne sais pas combien de Corses insulaires. Et il faut savoir qu'il y en a 1,5 million hors Corse, c'est-à-dire extra-insulaires, qui sont sur le continent en France, qui sont en Italie, qui sont aux USA, à Miami. Il y a plus de Corses de la diaspora que de Corses insulaires. Il y a 350 000 ou 370 000 Corses insulaires et il y en a 1,5 million éparpillés dans le monde. Donc ceux qui sont sur l'île, les 280 000 qui restent par exemple, on va dire qu'il y a un petit pourcentage qui connaît encore ces pratiques. Par contre, ceux qui sont dans la diaspora, ils ont complètement oublié ces pratiques. Les Corses continentaux, ça ils ne savent pas. Si on parle du mazérisme, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment réservé aux Corses insulaires, ça. C'est ceux qui vivent encore là-bas. Et encore, les massiers maintenant, les vrais massiers, ils ont 70-80 ans. Hein. Un vrai massier en Corse, là, maintenant, c'est un vieux. Il n'y a pas de jeune massier. Le plus jeune massier qu'il doit y avoir en Corse, il a mon âge peut-être. C'est le plus jeune, il doit avoir 53-54 ans. D'accord. Et sur le continent, en Corse de la diaspora, je suis le seul. Je n'ai pas rencontré de Corse extra-insulaire qui maîtrise ça. Non. Il faut aller parler avec les vieux Corses. Je pense, il faut monter, il faut monter sur le Monte Cinto, vous allez à Calenzana ou à Belgodère, vous demandez après un massier, là il va parler avec vous. Mais non, sinon c'est pas connu, ça c'est secret ça. Ça se passe en comité secret. Moi je divulgue des choses parce que j'ai envie de le divulguer, mais même en Corse, je veux dire, il y a des gens qui vivent en Corse, vous parlez de mazérisme, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça, je voulais savoir, En fait, ça remonte, c'est une tradition qui remonte au néolithique, ça remonte au Centinedi. Il y a à Filitos, il y a un village en Corse qui s'appelle Filitos, il y a des pierres levées avec des visages face à la mer. On les appelle les Centinedi, c'est les sentinelles. Centinedi, ça veut dire ceux qui surveillent. Ces pierres face à la mer remontent au néolithique, ça remonte à une époque antédiluvienne. Il y a eu des peuples qui ont accosté en Corse. Bon, le peuple le plus ancien qui a accosté en Corse, c'était les Ligures. Il y avait une tradition chamanique, c'est-à-dire quand je parle de mazérisme, ça ne remonte pas au 19e ou au 18e siècle ou au 17e siècle, ça remonte à 7, 8, 9, 10 000 ans. C'est très ancien, la tradition chamanique en Corse, elle est antédiluvienne. Ça remonte à la tradition des Centinedi, ça remonte aux premiers occupants qui sont venus sur l'île. C'est-à-dire, ils avaient colonisé... Alors attention, en Corse, les gens ne le savent pas, la Corse, par tradition, jusqu'au 16e ou 17e siècle, le littoral n'était pas occupé. Le Corse n'était pas un marin, c'était un montagnard. C'est-à-dire les Ligures, les premiers habitants, ils n'occupaient pas les ports. La mer leur faisait peur parce qu'elle amenait des étrangers. Ça leur foutait la trouille. La mer, c'était une autoroute pour eux en emmerdement. Il arrivait des Phéniciens, il arrivait des Carthaginois, il arrivait des Romains, des Grecs, il arrivait que des casse-couilles. Pour les envahir, pour les coloniser. Donc le vrai Corse, jusqu'au Moyen-Âge, ne vivait pas sur le littoral. Il était remonté dans les terres. En fait, la Corse, c'est une montagne qui sort de l'eau. C'est une montagne qui sort de l'eau. Donc, dès que vous montez de 200-300 mètres, dès que vous partez, vous montez dans les terres, vous montez en fait. Si vous prenez le col de Calenzane, vous vous retrouvez à 300 mètres d'altitude, vous avez toute la baie de Calvi en bas. C'est pas des plaines, c'est une montagne comme ça. Eh bien, ils habitaient à peu près sur une bande qui se situe entre 150 et 350 mètres. C'était la bande de Ligure, c'est-à-dire le littoral n'était pas habité. Alors, ils allaient pêcher, ils descendaient, ils allaient pêcher, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire sur le littoral, mais ils remontaient vite fait. Ils remontaient, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait rien, ils remontaient, et d'en haut, ils voyaient arriver les envahisseurs. Donc c'est pour ça qu'on dit la Corse, souvent conquise, jamais soumise, parce qu'en fait, les envahisseurs n'arrivaient, ils montaient des comptoirs commerciaux, ils laissaient une garnison de soldats, mais des Corses, ils n'en voyaient jamais. Quand on leur disait alors, ils sont comment les Corses, et les Phéniciens, ils disaient, mais on ne les voit pas, on ne sait même pas si l'île est habitée. C'est parce qu'ils étaient vraiment... Les Corses, c'est des montagnards à la base. Hein. C'est pas des marins, c'est pas des gens comme ça. C'est des montagnards. Et cette tradition insulaire, le mazérisme, c'est vraiment la tradition des montagnards. C'est vraiment... Des anciens. Ça remonte jusqu'aux Ligures. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens, ils l'ont dans les artères. C'est des gens, ils se mélangent avec personne. L'étranger, c'est l'étranger. C'est pas du racisme. Hein. C'est juste, c'est comme ça. On ne parle pas avec l'étranger, c'est comme ça. L'étranger, pour eux, ils amènent que des emmerdements.
On se marie entre nous, on n'embête personne, mais venez pas nous embêter. Ouais, par contre, ça c'est légendaire. Les garnisons romaines, par exemple, ça a été consigné sur des tablettes, des cohortes entières qui ont disparu. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait des incursions dans la montagne, ils ne revenaient jamais. Tiens donc. Ouais, ils ne revenaient jamais. C'est-à-dire, les gars arrivaient, ils posaient sur le littoral, ils débarquaient leur galère avec tous les soldats, tout ça. Ils prenaient un détachement, une cinquantaine d'hommes, ils disaient, voilà, vous allez monter sur la montagne. On a vu des feux, cette nuit, il doit y avoir des humains qui vivent ici. Et on ne les voyait plus revenir, les mecs. Comme le triangle des Bermudes. Non, mais c'est la vérité. Hein. Les archives romaines ou grecques consignent des détachements entiers qui ont disparu. Il ne fallait pas s'aventurer dans les terres. Non. Les Corses les laissaient sur le littoral. Ils disaient, on ne vous embêtera pas. Si vous ne montez pas nous voir, nous, on ne descendra pas vous voir. Jusqu'à temps, par contre, au Barbaresque, où ils ont exterminé... c'est d'abord le drapeau corse, la tête de mort, elle vient de là. C'est je ne sais plus comment il s'appelait, ce sultan, Suleiman, je ne sais plus comment il s'appelait, Hussein, je crois, qui avait, à l'époque des Barbaresques, les Arabes étaient très puissants dans la Méditerranée du Sud. Ils s'affrontaient, alors ça a commencé, il y avait des guerres avec les Carolingiens au début. Le premier qui a combattu les Barbaresques, c'était Charlemagne. Après, il y avait les Aragonais, à partir du 9e, 10e siècle. Après, il y a eu les Croisés. C'est-à-dire, il y a eu une guerre, on va dire, du haut Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Il y a eu vraiment une guerre entre les peuples de Méditerranée du Nord et de Méditerranée du Sud. C'est-à-dire espagnols, français, italiens, corses, sardes et siciliens qui affrontaient les Barbaresques. C'est-à-dire des coalitions de Syriens, de Maghrébins, de Mamelouks, etc., qui pirataient la Méditerranée. Donc ils pillaient les galères et ils volaient les femmes blanches, ils faisaient la traite des blanches et ça partait après dans des harems. Et ça, il y a trois peuples qui ne le supportaient pas, c'était les Siciliens, les Sardes et les Corses. Donc ils se montaient en comité, donc les bandeaux blancs, les bandeaux noirs. Ce qu'ils faisaient, c'est que dès qu'il y avait une galère de Barbaresque qui accostait en Corse, ils capturaient tout l'équipage, ils leur coupaient la tête, ils les mettaient sur une lance et ils leur mettaient un drapeau blanc, un bandeau blanc sur la tête, comme ça. En Haute-Corse ou en Corse du Sud, c'était un bandeau noir. C'était pour dire, voilà ce qui arrive si vous venez nous prendre nos femmes. Et la tête de mort, bon, un mort, ça veut dire un arabe. Hein. La tête de mort, je ne suis pas raciste. Hein. Moi, j'ai eu des enfants avec marocaines il y a 30 ans. Je me suis remis encore avec une marocaine. J'ai eu que le bon Dieu les bénisse toutes les deux et qu'il bénisse mes enfants. C'est pas du racisme, mais c'était comme ça à l'époque. Les Corses et les Sardes, il ne fallait pas les embêter, il ne fallait pas venir voler les femmes. Donc par tradition, la vendetta, c'était dès qu'il y avait une galère barbaresque, mamelouk qui accostait sur le rivage, il les laissait arriver, il les laissait festoyer, ils ne se montraient pas, ils étaient discrets, les gens disaient, bon, mais ils ne sont pas embêtants, ici on va monter dans les villages, dans la nuit, on va aller leur voler leurs femmes. Et puis eux aussi disparaissaient. Le matin, toutes les galères qui étaient arrivées à le brûler. Et puis il y avait, je ne sais pas, 7 ou 8 000, je ne sais plus, le record, ça avait été 7 ou 8 000 têtes sur des pics. Ouais, je crois que c'était à Calvi ou à Île-Rousse. Il y a une plage, il y avait 7 000 lances avec les têtes de mort, avec les bandeaux blancs. Ça a donné naissance au drapeau corse. D'accord. Alors c'était Matamor, c'était un titre, hein. Ça veut dire tueur d'arabe. C'était ça c'était... Je crois que c'est Charlemagne qui avait, je ne sais plus si c'est Charlemagne qui avait promulgué un titre de chevalerie qui était Matamor. Alors après, Matamor, c'est devenu maintenant un peu, ça s'est galvaudé le terme. Matamor, ça veut dire celui qui est un peu fanfaron, qui parle fort. Mais à l'époque, Matamor, c'était les chevaliers Matamor, c'était le chevalier tueur d'arabe. Et donc, qui était adoubé. Et c'était l'ordre du dragon, quoi. On était un Matamor, on était le chevalier des chevaliers. C'était les bateaux où il y avait des soldats d'élite qui parcouraient la Méditerranée pour tuer les pirates. On les appelait les Matamors, les tueurs d'arabes. Et le drapeau corse, c'est un hommage aux Matamors, aux tueurs d'arabes. Donc je le répète encore une fois, je ne suis pas raciste. Mon ex-femme, c'est une Marocaine. Et ma dernière femme aussi, j'ai eu des beaux enfants, j'ai rien contre les Maghrébins, j'ai rien contre personne. Mais c'est comme ça sur l'île. Ouais. Non, parce qu'on me demande souvent d'où il vient le drapeau, pourquoi une tête de mort. Déjà, ils ne savent pas que mort s'écrit M-A-U-R-E. Mort, ça veut dire arabe.
Le drapeau corse, c'est une tête d'arabe. Alors, il y en a qui me disent, ah, vous êtes des arabes. Non, on n'est pas des arabes. C'était la tradition matamor, tueur d'arabes. Donc le drapeau, ils ont mis une tête d'arabe avec le bandeau pour dire c'est des Corses qui l'ont tué. Ne venez pas accoster sur notre rivage, quoi. Vous avez des jolies plages chez vous, ben, profitez-en, mais ici c'est chez nous. Ça, la tradition, la mentalité, elle perdure. Hein. D'accord, ça perdure. Ah ben bien entendu, bien entendu. Celui qui veut aller s'installer en Corse, monter une maison à 3,5 millions d'euros et fanfaronner devant tout le monde, la maison elle est plastiquée dans les 3 semaines qui suivent. Hein. Les Corses, ils se sont jamais laissés coloniser. C'est pas maintenant que ça va commencer. Hein. Il faut être accepté là-bas pour monter une maison. Hein. Que ce soit, il y a des mecs, c'était des multimillionnaires, des grands patrons de société qui ont monté des marinas à 10-12 millions d'euros. Ça a duré 3 semaines. Ils pensaient arriver, payer des sous au village, payer le maire et tout, mais quand le Corse il veut pas, il veut pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ils disparaissent pas, mais la maison, oui. Non, ils les font sortir. On appelle ça les nuits bleues maintenant. C'est-à-dire les Corses, ils ont ce titre, c'est qu'ils ne tuent plus les colons. Ils rentrent dans la nuit, masqués, ils prennent les occupants, les enfants, le couple et tout, ils les font rentrer dans un camion, ils plastiquent la maison et ils les délivrent après. C'est-à-dire, ils ne tuent pas, ils ne plastiquent pas avec les gens à l'intérieur. Voilà. Ils ne disparaissent pas, mais la maison, oui. Non, Boutana, c'est quand il n'y a plus, les occupants. Ils plastiquent, ils font un terrain de boule sur l'emplacement. Il y a un terrain de boule après, mais il n'y a pas les occupants. Non, il y a une bonne mentalité. Alors ça, par exemple, l'Okyu, qui est lié à cette tradition de mazérisme, c'est la même histoire que l'Oudjat chez les Égyptiens anciens, l'œil. Parce que on le retrouve, l'Okyu, ben, l'œil, en Corse, l'Okyu, c'est-à-dire un des champs d'action d'un mazère ou d'un massier, c'est l'œil. Il peut traverser, il peut rentrer, pénétrer par les yeux. C'est le seul endroit qui est transparent sur le corps. Donc, une des manières pour pénétrer, je l'ai déjà évoqué, par exemple, un supraconscient de très haut niveau, lors d'une décorporation, s'il fait une fusion de véhicules célestes avec un ennemi, il peut mettre fin à ses jours en lui paralysant le diaphragme. Il va le tuer par suffocation. Ben, par tradition, depuis les Égyptiens anciens, on dit que le véhicule céleste pénètre par les yeux, parce que c'est transparent. Donc ça a donné la tradition encore de l'Okyu, qui remonte jusqu'à l'Égypte ancienne. C'est véridique, hein. C'est-à-dire l'Okyu, c'est l'Oudjat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Corses avec des comment ça s'appelle le pendentif, Santa Lucia. L'Okyu de Santa Lucia, l'œil de Sainte-Lucie. L'œil de Sainte-Lucie, j'allais te demander si c'était il y a beaucoup de Corses qui sont superstitieux, ils mettent l'Okyu de Santa Lucia, c'est l'œil de Sainte-Lucie. Et puis il y en a, ils se font des tatouages aussi sur les yeux. Ouais, l'Oudjat. Ah, moi je l'ai fait il y a longtemps. Bah, écoute, moi c'est des Kabyles, mes tatouages. Je fréquentais à une époque, il y a une vingtaine d'années, une famille de Kabyles qui était très gentille, avec qui j'avais vraiment... C'est devenu, j'en fréquente encore 1 ou 2 membres de ce clan qui sont très 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 gentils. Et à l'époque, ils m'invitaient pour des méchouis, tu sais, des machins comme ça. Et on était parti vers Sainte-Mus, à l'époque où il y avait encore un peu des terrains, des terrains vagues. Maintenant, ça a tout été construit. Ils avaient fait un méchoui. Et puis je discutais avec la matriarche du clan, une vieille Kabyle toute tatouée. Elle avait des tatouages de partout sur le visage, tu sais, des triangles, ça montait, ça descendait, toute la face tatouée, menton, le front, tout tatoué. Et cette vieille matriarche, quand j'ai parlé avec elle de mes décorporations, tout ça, elle m'a dit, tu devrais faire l'Oudjat, fais les traits. J'ai dit pourquoi? Elle m'a dit, les Nedjerou, ils rentrent par les yeux, fais attention. Et à l'époque, ça m'avait fait peur, je m'étais fait tatouer les yeux, j'ai fait l'Oudjat. Donc maintenant, je ne le ferai plus, parce que je sais que quand on a la cloche d'or, quand tu atteins l'enstase mystique, tu es à l'abri de tous ces désagréments. Tu n'as pas besoin de faire... C'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Ouais. C'est ça. Bah, chez les Espagnols, c'est mal de ojo. Ouais, le mal de ojo. Le mal de ojo, c'est... moi, j'ai une tradition corso-hispanique. Moi, j'ai vécu longtemps avec les gitans andalous. C'est les mêmes histoires. Bah, chez les Espagnols, c'est le mazérisme, c'est la santeria. Ça s'appelle, c'est l'occultisme gitan, c'est la santeria, c'est les sainteries. Eux, par contre, c'est très, très, très vaudou. Oui. Ah, c'est vaudou. C'est des petites statues en cire. C'est les incantations écrites, brûlées, le papier. Ça va dans l'huile, ils font une pâte, ils mettent la ficelle, ils font tant de nœuds, ils s'en mettent autour de la taille, autour des chevilles, autour des poignets, autour du cou. Ça, c'est vraiment le vaudou. Hein. La santeria gitane, c'est le vaudou.
le mazérisme, il est complètement différent, c'est plus du chamanisme. C'est une décorporation mystique, et le but, c'est d'aller faire une fusion avec un animal. Ça peut être un sanglier, ça peut être... En général, c'est des rapaces. C'est avec un faucon pèlerin ou avec un aigle. Il se fait son trip, et quand il est en fusion mercabique, là, il va recevoir des informations sur le village. Il va être informé qui va naître. C'est pour ça qu'on les appelle les messagers de la mort. Qui va naître, qui va mourir. Alors, le matin, quand il revient de sa décorporation mystique, il sait exactement ce qui va se passer dans le village dans les quelques semaines ou les quelques mois qui vont arriver. Et puis donc, les gens viennent le consulter. Donc, les bonnes nouvelles, il les annonce pour les naissances. Les mauvaises nouvelles, il sait quand il doit le dire et quand il doit le taire. Et on vient aussi, une de ses prérogatives, c'est juge de paix. Les massiers arrangent beaucoup de conflits. Quand des voyous sont en guerre, une équipe de voyous est en guerre avec une autre équipe de voyous, en général, c'est un mazzero qui va venir arranger le coup. Parce que des deux côtés, il va être craint. Il se dit, si je ne tiens pas ma parole, le massier va venir me faire quelque chose dans la nuit, ou il va venir me voler mon âme. Et ils ont tellement peur de ça dans les équipes, que quand il y a un massier qui fait la paix entre deux équipes, la paix elle est respectée. On appelle ça des juges de paix. Beaucoup de mazzeri encore, ce sont des juges de paix. D'ailleurs, il y en a qui sont mazzeri, et les gens ignorent que c'est des mazzeri. Et certaines personnes se demandent pourquoi ils sont aussi respectés. Le mec, c'est un cordonnier, il est d'un petit village, il ressemelle ses chaussures, il roule en 4L, et tout le monde vient lui faire des courbettes, et les gens se demandent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Parce que des grands voyous arrivent en Ferrari ou en Bentley, et viennent lui demander des choses à ce monsieur qui est cordonnier d'un petit village, qui ne paye pas de mine, parce que c'est un mazzero, et qu'on fait attention à ça là-bas. D'accord. Encore s'il y a des questions, c'est maintenant? Non, là ça va, parce que tu réponds au fur et à mesure. Alors sans transition, on laisse un peu tomber le mazérisme corse. On y reviendra peut-être dans une seconde vidéo si ça vous plaît. Si j'ai des bons retours par mail ou sur Messenger, je ferai la deuxième partie du mazérisme. Donc on a déjà fait un survol. Là on va passer à l'ésotérisme nazi. Parce qu'on me pose souvent des questions sur des principes issus du New Age. Et quand j'explique à ces personnes que c'est issu de la théosophie, de l'anthroposophie ou de la gnose moderne, donc les thèmes favoris du nazisme, les gens ne me croient pas. Donc là, je vais expliquer d'où le New Age est issu. Parce que le New Age a une racine et la racine est nazie. Les gens ne le savent pas. Il faut savoir que sur Google et sur YouTube, 75 ou 80% des sites ou des chaînes qui proposent des thématiques ésotériques sont issus du nazisme, et les gens ne le savent même pas. Alors moi, quand j'ai connu Clément, donc il y a 2 ans... J'étais nazi. Non, tu étais théosophe, mais tu ne savais pas que tu étais théosophe. C'est-à-dire Clément, moi, quand je l'ai connu, il commençait à me développer des concepts qu'il avait lus, et un jour, j'ai dit, mais tu es théosophe? Il me dit, non, je ne suis pas théosophe, moi. Je suis Clément. Non, parce que tu ignorais qu'est-ce que c'était la théosophie. Donc quand il me parlait de certains principes métaphysiques, je disais, ça c'est issu de l'anthroposophie, de la théosophie. Et quand je lui avais dit que c'était... la racine mystique de toutes ces voies est nazie. Alors ça a précédé même le nazisme, parce que ce sont des voies qui ont été élaborées au 19e siècle, mais il faut savoir que cette mouvance d'extrême droite, elle n'a pas démarré en 1928 avec Hitler, elle est antérieure. L'élite germano-scandinave est très axée sur l'ésotérisme, mince, comment ça s'appelle? Thor, Odin, comment ça s'appelle? Viking. Voilà, c'est sur les Vikings, sur les Saxons, sur tout ce qui est anglo-saxon, germano-scandinave, toute cette mythologie sur Odin, Thor, Freyja, ça leur plaît énormément. Et avec ce regroupement un peu de mythes qui viennent des Saxons, qui viennent des Scandinaves, qui viennent des Germains, eh ben ils ont fondé la théosophie, l'anthroposophie, la gnose moderne. Donc on va voir que ça fonctionne, mais ce sont des principes amalécites. Quand je parle des amalécites, c'est ces voies. C'est-à-dire c'est des voies qui sont issues d'une mouvance d'extrême droite, qui s'est transformée en 1928 en mouvance nazie. C'est-à-dire on sait ce que ça a donné pendant la guerre 39-45.
C'est des gens qui voulaient justement exterminer les supraconscients, ils voulaient exterminer les juifs, ils voulaient exterminer tous les gens qui avaient accès aux sciences merkabiques. Ils savaient, les nazis, à partir de 1928, ils ont compris qu'il y a des peuples sur la planète qui ont bâti leur puissance sur les sciences merkabiques. Un juif kabbaliste, quand il atteint Keter, quand il atteint l'enstase mystique, tout en haut de l'arbre séphirotique, à 1 Hertz d'activité neuroélectrique, donc quand il fait son enstase, il a accès à la Ein Sof Haor, il a accès à l'émanation de la substance divine, donc il voit partiellement le futur, donc il sait exactement quel type d'affaires il doit faire pour gagner de l'argent. Ça fait des hommes augmentés. Et quand les nazis, quand on demande aux gens, mais qu'est-ce qu'ils avaient les nazis contre les juifs? Ils avaient contre les juifs que c'était des gens, les kabbalistes, donc c'était pas tous les juifs, c'était un pourcentage de juifs qui étaient kabbalistes de très haut niveau, qui maîtrisaient des sciences merkabiques qui peuvent être assimilées à des sciences occultes. En fait, ça n'a rien d'occulte, puisque quand on se plonge dans l'étude de la Kabbale juive, donc le Zohar, le Sefer Yetzira, le Massé Bereshit, le Massé Merkaba, tous les œuvres attenant à la Kabbale juive, on s'aperçoit que ça ne parle pas de diable, ça ne parle que de Dieu, de l'émanation de la substance divine, la Ein Sof. Par contre, c'est crypté. Et pour faire peur aux profanes, il y a certains aspects qui sont diabolisés. Ça fait peur. Quand on commence à lire le livre, on se dit « Oh, ça parle de quoi? C'est de la sorcellerie, tout ça. » Mais quand on connaît les clés de lecture, on comprend que c'est juste diabolisé pour tenir les profanes en dehors de ces sciences. Ça ne parle que d'émanation de la substance divine, de Merkaba, donc de véhicules célestes, de cubes métatroniques, d'enstase mystique, de communion merkabique, de canal pranique. C'est-à-dire, il n'y a rien qui différencie la voie de la fleur d'or, taoïste, qui est une des voies les plus ésotériques de la planète, une des plus mystiques. Il n'y a rien qui la différencie de la Kabbale juive. Moi, on avait fait une vidéo, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Clément, on avait fait une vidéo où j'avais fait les correspondances mystiques entre la voie taoïste de la fleur d'or et la Kabbale juive. C'est un copier-coller. Et ce sont deux peuples qui ne se sont pas fréquentés. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont cartographié le phénomène et le processus de la même manière. C'est-à-dire un supraconscient de haut niveau, c'est universel. Qu'il soit juif, kabbaliste au Proche-Orient, ou qu'il soit sur le mont Wudang en Chine, la discipline, il la pratique de la même manière. Alors là, on va parler de la division SS Ahnenerbe, qui a été créée par Heinrich Himmler, qui était un mystique. C'était un sale mec, mais il avait des solides connaissances mystiques quand même. Bon, moi je précise, je ne les aime pas. Les Amalécites, je précise en début de vidéo, là, je vais développer un thème, c'est justement pour faire de la contre-propagande. C'est pour dire aux gens, n'allez pas là-dedans. Je ne suis pas en train de faire la publicité ou l'apologie du nazisme, c'est l'inverse. N'allez pas là-dedans, ça veut dire. Et je vais vous démontrer pourquoi. Donc les Allemands, les nazis, pendant la guerre, ils avaient les SS. Donc les Schutzstaffel, c'était les sections spéciales allemandes. Les Schutzstaffel avaient monté une division Ahnenerbe, qui veut dire la division ésotérique, la division mystique. C'était des gens qui avaient été envoyés dans le monde entier, des dignitaires, hein, c'était des lieutenants, des capitaines, des maréchaux d'empire même, qui se sont intéressés à ça. Heinrich Himmler, c'était un maréchal d'empire. Alors, ils les ont envoyés dans le monde entier, ils en ont envoyé au Tibet. D'ailleurs, il y a un film qui a été oscarisé, qui s'appelle 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Les gens ignorent que ça parle de SS. C'est-à-dire Brad Pitt, dedans, il est présenté comme un montagnard. Il arrive au Tibet, habillé avec ses copains, c'était des Allemands. On oublie de préciser dans le film que c'était des SS. C'est-à-dire le film 7 ans au Tibet avec Brad Pitt raconte un détachement de la SS Ahnenerbe qui était allé au Tibet pour récupérer les secrets du Vajrayana et de la porte de Shambhala, qu'ils n'ont jamais trouvé. Bien entendu, parce que la porte de Shambhala n'existe pas. On ne peut pas trouver un endroit qui n'existe pas. Mais ça, ils ne le savaient pas. Parce que, alors, les Allemands, ils partent d'un principe, c'est le vril. Il y a, dans la tradition germano-scandinave, Thor, Odin, tous les dieux du panthéon germano-scandinave maîtrisent le vril. C'est une force qu'on en apparente au Yuan-Ki, qu'on apparente au prana. Donc c'est le nom qui change, mais le vril, ça parle de force vive consciente. Donc ils savaient que leurs ancêtres, à l'époque des Vikings, etc., maîtrisaient une force qui s'appelle le vril. D'ailleurs, ils avaient des guerriers d'élite, les berserkers, qui étaient des supraconscients de très haut niveau, qui combattaient torse nu en plein hiver. Ils faisaient monter leur chaleur corporelle par des techniques ancestrales, liées à la supraconscience.
ça faisait d'eux des guerriers ultimes parce qu'ils avaient des flashs précognitifs. Ils entrevoyaient les coups de l'adversaire quelques secondes à l'avance. Un quart de seconde, c'est le flash précognitif, c'est un quart de seconde à l'avance. Donc pour ceux qui veulent s'intéresser au flash précognitif, il y a des expériences qui ont été élaborées depuis une dizaine d'années avec le champion japonais de kendo. Vous allez sur les sites sur YouTube, vous regardez le champion de kendo japonais. Il a été testé avec des caméras qui filment à plusieurs millions d'images secondes. Et les scientifiques se sont aperçus qu'il anticipe tous les coups. Il a des flashs précognitifs, il entrevoit tous les coups un quart de seconde à l'avance. Donc le flash précognitif, il est connu par les scientifiques. Ils n'arrivent pas à l'expliquer, mais les supraconscients savent très bien que c'est juste qu'on aperçoit le futur quelques secondes à l'avance. C'est lié au Mushin, au Fudoshin, c'est des CD hyper connus de tous les gens qui pratiquent des activités psychophysiologiques. Alors les gens qui font des arts martiaux à très haut niveau, ils développent des CD par la concentration, par des exercices de shunata, de vacuité cérébrale. Quand ils arrivent à un aikidoka ou un kendoka, quand il est au 7e dan, ceinture noire 7e dan, il est supraconscient. Il a atteint un tel niveau qu'il est devenu supraconscient. Donc il maîtrise Mushin, l'éveil instinctif, Fudoshin, l'éveil émotionnel, Kensho, l'éveil analytique. Il y a juste le Satori qu'il ne peut pas générer au combat parce que ça demande une quiétude absolue. Mais déjà, l'éveil instinctif, l'éveil émotionnel et l'éveil analytique, ça fait d'eux des guerriers augmentés. Un guerrier qui voit les coups un quart de seconde à l'avance, il est imbattable. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Donc ce kendoka qui défie les scientifiques depuis 10 ans avec des exercices filmés de tous les côtés, il est en train de les rendre fous. Parce que bon, il atteint le kensho, l'éveil analytique, et qu'il voit les choses arriver un peu avant, et que c'est un mec qui intercepte des flèches décochées à 450 km/h par exemple. Il intercepte des flèches. Au kyudo, quand il tire au kyujutsu, sans regarder la cible, il ferme les yeux, il décoche, il scalpe une tête d'allumette à 50 mètres sans regarder la cible. Le kensho, on rentre dans la magie, là, on rentre dans des facultés supranormales. Et quand il prend son sabre, enfin, c'est du bambou à l'entraînement, ils ne se prennent pas à coups de katana quand même. Quand il prend son ken, le sabre c'est le ken, quand il prend son ken et qu'il combat, ils se sont aperçus qu'en fait le mec il est intouchable. Ses adversaires, même plusieurs adversaires, 2, 3 qui lui donnent l'assaut, il arrive à faire. Ouais, parce qu'il se met en kensho, il se met en éveil analytique, il descend son activité neuroélectrique, en fait il fait le vide, il déclenche son Mushin, éveil instinctif, Fudoshin, kensho, il fait monter ses creusets, et puis là, 3-4 adversaires qui essayent de le toucher, personne n'arrive à le toucher, soit par des esquives, soit par des ripostes. Il arrive à neutraliser plusieurs adversaires sans être touché une seule fois. Alors ils ont fait venir d'autres pays, même ils ont fait venir... Parce qu'au début ils disaient oui mais c'est la complaisance, il fait venir des copains à lui, ils n'ont pas envie de lui faire du mal, donc ils ont fait venir des brutes, et ça a été pareil, ils n'ont pas réussi à le toucher. Alors les scientifiques carrément ils lui ont créé un logiciel pour voir ses capacités. Ils ont un logiciel avec des cartes, il doit cliquer, sur la réponse, avec des cartes qui se retournent sur le logiciel. Eh bien, il arrive à découvrir les réponses avant que la carte soit retournée. Donc c'est impossible. Si c'est possible pour un supraconscient, parce qu'il rentre en flash précognitif. Donc voilà, on revient aux Allemands, c'est ça qui les intéressait. Adolf Hitler et son Heinrich Himmler, son triste sire, qui l'accompagnait pendant toute la guerre, sont dit, bon, il y a des facultés supranormales, il faut que nos soldats y aient accès. Il a voulu monter des divisions entières de soldats améliorés. Alors, d'un côté, il voulait leur donner de la pervitine, c'était de la méthamphétamine. Il voulait droguer les soldats pour augmenter leur capacité physiologique en leur donnant de la pervitine, de la méthamphétamine. Et il voulait augmenter leur faculté psychique par des techniques issues du Vajrayana au Tibet, ou du Shugendo au Japon, ou du Wudang chez les taoïstes en Chine. Enfin, ils en ont envoyé de partout des SS en herbe pour amener les secrets. Seulement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces sociétés secrètes, elles ne divulguent rien. Donc ils sont allés pendant 7 ans au Tibet, ils ont perdu leur temps, parce que les lamas n'ont rien dévoilé. Et en plus, ce sont des facultés, les siddhis sont internes. C'est pour ça que ça s'appelle les arts internes, c'est-à-dire c'est nous qu'on les développe.
Eux, ils ont pensé que c'était un secret qu'on allait leur donner dans une boîte en or, Ouais, ça se trouve. que c'était une bague magique, qu'ils allaient récupérer des facultés supranormales. Donc ils ont cherché le Saint Graal, la lance de Longinus, tout un tas de choses, le Vajrayana. Ils pensaient vraiment que le Vajrayana, c'était un objet magique. Ils n'ont pas compris que le Vajrayana, c'est le véhicule céleste d'un méditant en mode infrascopique. C'est un véhicule céleste activé, un Vajrayana, un foudre diamant. Donc ils cherchaient des choses qu'on ne peut pas trouver. Ce ne sont pas des choses tangibles, ce sont des facultés qui sont développées par un supraconscient dans une séquence supraconsciente, en état de conscience modifié. Donc tous les pays où ils ont envoyé des SS, ils sont revenus bredouilles. Alors ils ont cherché la lance de Longinus qui était censée avoir tué le Christ, mais comme le Christ, on le sait que c'est un personnage composite qui n'a jamais existé, on ne peut pas trouver la lance de quelqu'un qui a tué un homme imaginaire. Surtout que la lance de Longinus, pour les chrétiens qui vont se prosterner devant la lance de Longinus, donc c'est une lance qui fait à peu près cette taille, ils ont mis de l'or tout autour. Alors des archéologues, un jour, ils voient la relique, ils disent « Tiens, la lance de Longinus, qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Donc les Romains à l'époque utilisaient des lances qui étaient réglementaires et qui étaient faites à la chaîne. C'était tout le temps les mêmes. Le pilum, c'est toujours pareil, la lance, elle était toujours pareille. Et puis les archéologues, quand ils sont rentrés dans la cathédrale, qu'ils ont vu la lance de Longinus, ils se sont dit « Mais c'est pas romain ça, c'est une lance franque. » Franque, ça veut dire de l'époque carolingienne. Cette lance, alors ils sont venus preuve à l'appui avec des vestiges d'autres lances franques, ils ont comparé, ils ont regardé votre lance de Longinus, elle n'a jamais appartenu, elle ne peut pas avoir appartenu à un fantassin romain, puisque c'est une lance franque qui date des Carolingiens. C'est-à-dire qu'à l'époque, la cour, les aristocrates carolingiens, pour rentrer le christianisme à coups de marteau dans la tête des gens, ils ont inventé des reliques. Ils ont pris une lance qui rouillait, ils l'ont fait passer pour ancienne. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les lances romaines n'avaient pas cette forme à l'époque. Donc ils ont pris une lance qu'ils fabriquaient eux, une lance franque, ils l'ont vieilli artificiellement, ils en ont fait la lance de Longinus. On sait maintenant que c'est une supercherie. La lance date de l'époque carolingienne. Donc c'est pour ça que je l'ai marqué, parce qu'ils pensaient que la lance de Longinus avait des vertus. Enfin, il faut être stupide, quoi. Enfin, des gens, des fois, disent oui, mais tu te rends compte, ils étaient quand même. Ils faisaient des armes de très haute technologie, les nazis, etc. J'ai dit non, pour moi, c'était des baltringues. Alors, qu'est-ce qu'ils ont cherché ces gens? J'ai fait la liste, c'était le Vajrayana, le Saint Graal, la lance de Longinus, la porte de Shambhala, la maîtrise du vril. On va commencer par le Vajrayana. Le Vajrayana, on ne peut pas le trouver. Le Vajrayana, c'est le foudre diamant. C'est un objet que les lamas, que les Tibétains font rouler dans les doigts. En fait, il y a des griffes opposées, avec une boule au milieu ou un objet un peu décoré. Ils le font tourner, ça évoque la contrarotation des véhicules célestes. C'est les bulbes de déjection qui sont représentés. Donc Vajrayana, si vous tapez, ça s'écrit aussi d'orgé. Alors un Vajrayana, un Vajra d'orgé, Vajrayana, c'est la voix du Vajra, c'est la voix du véhicule céleste. Alors que si vous tapez Vajra d'orgé, vous allez voir que ça représente un objet en bronze qu'on peut faire rouler dans les mains, c'est pour montrer la contrarotation. Ça porte bonheur au Tibet. Alors les bulbes d'éjection qui ressemblent à un quasar, parce que l'objet stellaire qui ressemble le plus à un véhicule céleste activé, c'est le quasar. C'est comme ça. Le bulbe contrarotatif, la déjection comme c'est bipolarisé, ça tourne dans le sens inversé. Donc j'avais expliqué dans la vidéo, je ne me rappelle plus combien, je ne sais plus, j'avais montré exactement, donc pour ceux qui veulent savoir c'est quoi un Vajra, ils vont sur la vidéo, on évoque le Vajra, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Alors, on ne peut pas trouver un véhicule céleste activé, on peut l'activer, c'est-à-dire les nazis, s'ils avaient compris que c'était une faculté, que ce n'était pas un objet, s'ils avaient compris que c'était une faculté, ils seraient rentrés dans un temple, ils auraient médité pendant plusieurs heures, on leur aurait appris les facultés psychophysiologiques, les facultés supranormales, on leur aurait dit, si vous baissez votre activité neuroélectrique, vous allez générer des siddhis, et là ils auraient découvert ce qu'était vraiment le Vajra d'orgé. Mais eux cherchaient un objet. Quand on leur a montré cet objet en bronze qui symbolise les véhicules célestes, eux ils ont pensé qu'il y avait un Vajra d'orgé quelque part, magique, dans une grotte cachée sur les contreforts de l'Himalaya vers le Tibet. Ils l'ont jamais trouvé, c'est une faculté le Vajra. C'est un état, quoi. C'est un état de conscience modifié. On ne peut pas trouver un état de conscience modifié dans une grotte. On le génère, mais on ne peut pas le trouver. Donc, poubelle.
Le Saint Graal, c'est pareil. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Vajrayana et le Saint Graal, c'est la même chose. Quand on montre un Vajrayana qui a les griffes opposées comme ça, contrarotatives, et qu'on prend un calice avec les deux bulbes opposés comme ça, c'est pareil. C'est-à-dire que le Saint Graal et le Vajrayana montrent quoi? Un véhicule céleste activé. Au Moyen-Âge, la légende du Saint Graal, Arthur, les chevaliers de la table ronde, c'était une manière. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'une vidéo, ça. Je développerai dans une prochaine vidéo uniquement le Saint Graal. J'expliquerai comment on en est arrivé au Saint Graal. En fait, Sangre Real Christus, la vraie Sangre Real Christus Copa, la coupe du vrai sang du Christ, ça va donner Saint Graal contracté. Parce que les enlumineurs à l'époque, pour gagner de la place, au lieu de marquer Sangre Real Christus, ils contractaient. Parce que c'était très cher à l'époque, l'encre, les enluminures, la peau tendue, c'était sur des peaux en cuir, etc. C'était cher, alors ils contractaient. Et Sangre Real Christus Copa, c'est devenu Saint Graal. Ils ont contracté. Alors pourquoi la coupe du sang du Christ? Parce qu'un calice, il y a une hyperbole posée comme ça, une hyperbole relevée, ça fait deux bulbes comme ça. Ça montre les déjections contrarotatives d'une Merkaba. Les Juifs, par exemple, ne modélisent que le noyau du véhicule céleste. Ils ne montrent jamais les bulbes contrarotatifs, les déjections d'énergie négative et positive, alors que les Tibétains le font. Les Tibétains et les bouddhistes le font. Une fleur de lotus à fleur de l'eau, avec le reflet, on voit bien que ça veut montrer la contrarotation du véhicule céleste. Ça montre le lotus avec son reflet, c'est un Vajra d'orgé. C'est un véhicule céleste activé. Les Asiatiques ont l'habitude de montrer le véhicule céleste, l'activité éthérique dans sa globalité. Alors que par exemple, les Juifs kabbalistes ne montrent que le noyau polyédrique. C'est pour ça que c'est souvent représenté avec une stella octogona, qui est devenue même le drapeau israélien. Donc on comprend que le Vajrayana, on ne peut pas le trouver, c'est un état de conscience modifié, c'est pas un objet. Le Saint Graal non plus, on ne peut pas le trouver. C'est pareil que le Vajra d'orgé, c'est un état de conscience modifié, c'est Keter chez les Juifs, c'est le Samadhi chez les hindouistes, c'est Satori chez les Japonais, c'est un état de conscience modifié qui donne accès au Siddhi. Alors eux, ils voulaient des Siddhis, mais ils croyaient que c'était avec un objet magique. Donc leur stupidité les a égarés, on appelle ça des voies pernicieuses. On appelle ça les voies mystiques pernicieuses, c'est chercher quelque chose qui n'existe pas. Une faculté, c'est en soi. Cette faculté, les Siddhis sont encodés en soi. On ne peut pas aller la chercher à l'extérieur, c'est des arts internes. Donc ils se sont égarés. La lance de Longin, je viens de l'expliquer, c'est une supercherie. La porte de Shambhala. Alors Shambhala, l'Agartha, qui est censé être un royaume souterrain avec des gens de très haute technologie, etc., ça n'existe pas. C'est un cryptage dans les légendes du Vajrayana pour désigner le royaume de la supraconscience. C'est une allégorie, on appelle ça. On ne peut pas trouver un royaume qui n'existe que dans l'antéversus. Si vous voulez rentrer à Shambhala, il faut atteindre un hertz d'activité neuroélectrique. Et vous rentrez dans le royaume de l'émanation de la substance divine, qui est appelé Shambhala chez les Tibétains. Mais ce n'est pas un royaume géographique sur la Terre. Ils cherchaient des cavernes sur les contreforts de l'Himalaya, les nazis, en pensant que Shambhala était un royaume réel. Ils se disaient... écoute, à 2-3 km en profondeur, on va tomber sur une cité magnifique avec des portes en or, avec des gens avec une très haute technologie. Ils vont nous céder des brevets pour des armes, on appelait ça Wunderwaffen, c'était les armes merveilleuses. Et à la fin de la guerre, ils étaient tellement aux abois, les Allemands, qu'ils ont créé des avions, des jets, tout ça, on les appelait Wunderwaffen, c'était les armes magnifiques. Wunder, ça veut dire fantastique. Wunderbar. Donc on ne peut pas trouver quelque chose qui n'existe pas sur Terre. L'antéversus, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut aller voir l'univers bimétrique proposé par Andrei Sakharov. C'est le contre-pendant de notre univers. Quand on rentre en état de supraconscience, on a accès à cet univers bimétrique. On va de l'autre côté, dans l'antéversus de notre réalité. Mais ce n'est pas situé sur la planète. Ces nazis qui ont écumé les contreforts de l'Himalaya avec des piolets, avec des cordes, qui ont scruté chaque caverne, chaque anfractuosité pour trouver Shambhala, mais ils sont stupides. Shambhala, c'est un royaume éthérique. C'est le royaume de l'émanation de la substance divine. Il n'est pas sur Terre. On y va avec des arts internes. Il faut déclencher une anstase mystique pour la Shambhala. Donc on comprend bien que c'était normal qu'ils ne l'ont pas trouvé. La maîtrise du vril, bon ça c'est autre chose. La maîtrise du vril, certains Amalécites
donc des dignitaires nazis. Il y avait un château qui leur était dédié, Wewelsburg, le château de Wewelschlaus, c'était un château qui était à Wewelsburg, c'était un château des dignitaires nazis. Il y avait une grande salle avec Schwarzsonne, c'était le soleil noir en céramique au sol. Il y avait un soleil qui ressemble à la svastika, mais qui a plus de branches. Au lieu qu'il y ait 4 branches, il y a 12 branches sur le Schwarzsonne, c'est le soleil noir. Alors le soleil noir représente Sagittarius A', le soleil noir qu'il y a au cœur de notre galaxie. Le trou noir galactique, le nôtre, qui s'appelle Sagittarius A', était surnommé Schwarzsonne, le soleil noir, par les dignitaires nazis. Alors on se dit quand même, mince, dès 1928, ils savaient qu'il y avait un trou noir au cœur de notre galaxie. Ben, bien sûr, parce que les Amalécites atteignent 6 Hz, le canal pranique, donc ils développent quelques CD, donc ils ont accès au vril. Donc oui, ils perçoivent quelques bricoles, mais leur mentalité et leur fonctionnement cérébral, axé sur le premier creuset et sur le cerveau reptilien, leur bride les 1 Hz. Ils ne peuvent pas atteindre le monde infrascopique. Il faut être détaché, il faut être un supraconscient pour atteindre 1 Hz. Il faut être détaché. Il faut même ne pas tenir à sa propre vie. Parce que quand on arrive à 4 Hz, quand il y a Da'at qui surgit, la mort virtuelle, le méditant pense vraiment qu'il meurt la première fois. Se laisser aller pour rentrer dans le monde infrascopique, ça veut dire renoncer à sa vie. Les Amalécites, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas. À 4 Hz, ils rebroussent chemin parce qu'ils ont tellement peur de cette mort qu'ils sont en train de vivre là. Enfin de vivre la mort, ça fait bizarre. Qu'ils sont en train de subir, parce que la première fois quand on atteint Da'at, les 4 Hz d'activité neuroélectrique, on pense vraiment qu'on meurt. On se dit là je ne reviendrai pas. Tout ce qu'on ressent arrivé à 4 Hz, 9 fois sur 10, le méditant rebrousse chemin et se réincorpore. Parce qu'il se dit mince, je vais canner là je suis allé trop loin. Donc abandonner à un moment donné, se signer et dire allez, j'y vais, tant pis, je meurs, mais si je veux savoir ce qu'il y a derrière, les Amalécites, ils n'y vont pas. Donc les portes du monde infrascopique leur seront toujours barrées parce que c'est leur fonctionnement cérébral qui n'est pas adéquat. Il faut qu'ils se reconfigurent complètement leur psyché. Il faut rentrer dans un autre type de fonctionnement et ce n'est pas leur truc. Donc la maîtrise du vril, oui, partiellement. À Wewelsburg, ce château qu'ils avaient dédié aux sciences mystiques, les SS, donc il y avait 12 dignitaires qui venaient masqués et tout, c'était très cérémonieux parce que c'était des gens qui combattaient les ordres maçonniques, mais en fait ils avaient monté exactement pareil, on appelle ça un ordre contre-maçonnique. Ils avaient des rites, ils avaient des symboles, c'est-à-dire ils combattaient les francs-maçons tout en étant eux-mêmes un ordre contre-maçonnique, c'était eux-mêmes des francs-maçons. Donc, alors là j'ai marqué en rouge, le New Age, je le répète encore une fois, tous les gens qui me parlent de Shambhala, tous les gens qui me parlent de tous les concepts qui naviguent sur YouTube, vous le savez maintenant, tout est issu du nazisme. Tout est issu du nazisme. Tous les thèmes proposés sur Google, sur YouTube, qui abordent toute cette thématique, alors c'est très à la mode, c'est le végétarisme. Pourquoi ? Parce que les dignitaires nazis étaient végétariens. Comme Hitler est... Ouais, bien sûr. Ouais. Hitler était végétarien, donc c'était à la mode, dans l'aristocratie nazie, d'être végétarien, comme Hitler. Pourquoi Hitler était végétarien ? Parce que lui, il avait des problèmes de digestion, etc. Et aussi, ça faisait bien, parce que les hindous sont végétariens. Il y a une philosophie qui vient des contreforts de l'Himalaya, d'Inde, du Tibet, du Bhoutan, du Népal. Il fallait être végétarien. Donc, cette grande mouvance végétarienne qui a surgi dans les années 60, elle est nazie. Tous les théosophes qui ont fondé le végétarisme en Europe sont des anciens dignitaires nazis. Alors vous allez regarder anthroposophie, théosophie, vous allez voir par qui ça a été fondé, par des gens d'extrême droite. C'est la vérité. Hein. Et dans les années... Alors après, le nazisme a chuté en 1945, mais les nazis ne sont pas tous morts en 1945, ils ont été exfiltrés. Il y a eu l'opération Condor et l'opération Paperclip. Alors l'opération Condor, c'était tous les sous-officiers, ils ont atterri en Amérique du Sud, et l'opération Paperclip, c'était tous les officiers supérieurs et les ingénieurs qui ont transmigré aux USA. Donc ils ne sont pas morts. Rien que la NASA employait 7500 nazis. 7500 nazis. La NASA a été fondée par von Braun, qui était un nazi. Il était gradé, hein. Il était gradé, je tourmente Führer, un truc comme... il était gradé, von Braun. Donc von Braun et 7500
acolytes à von Braun, qui était un SS, un Schutzstaffel. Ils ont fondé la NASA. La NASA, la petite fille des nazis. NASA nazi. Ah, ouais. C'est des gens, les Germains, ils sont très sensibles aux syllabes. D'accord. Nazi, c'est national-socialisme. Nazi, national-socialismus. Ils récupèrent des syllabes comme ça. Et ils ont dit, on va faire un clin d'œil au nazisme. Nazi, c'est devenu Naza, la fille aînée du nazisme. C'est la NASA américaine. Hein. Pour ceux qui veulent enquêter, la NASA a été fondée par 7500 anciens nazis. Opération Paperclip. Est-ce qu'il y a un rapport avec le langage des oiseaux et les nazis? Puisque tu viens de dire nazi, NASA, tout ça, que le langage des mais oiseaux. le langage des oiseaux, c'est lié au système limbique. Il y a des gens, depuis le Moyen-Âge, qui ont compris qu'il y a des... Ça s'appelle maintenant la PNL, la programmation neurolinguistique. Ils ont compris déjà, si je suis dans une conversation avec toi, tu ne vas pas t'en apercevoir, mais au cours de la conversation, je vais envoyer des mots-clés. Mais des mots-clés codés, parce que le mot en lui-même, tu vas pas le... Mais dans les syllabes, il va y avoir le mot-clé qui va te percuter à toi, on appelle ça la PNL, la programmation neurolinguistique. Dans un discours, d'ailleurs, la PNL va de pair avec le Vashikaran. Le Vashikaran, c'est une force qui est accompagnée de PNL, c'est-à-dire c'est le psychique allié à l'éthérique. Tu peux subjuguer une personne en 25 minutes. Tu te sers de ton Vashikaran et de la PNL. Avec codé, avec des syllabes encodées dans, c'est la langue d'oiseau, avec des syllabes encodées dans des phrases, tu reprogrammes la psyché d'un homme à son insu. D'ailleurs, les publicistes s'en servent. Oui. La publicité, quand on vend des yaourts, c'est basé sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Surtout. Les politiques aussi, j'imagine. Bien entendu, mais bien entendu. Les publicistes s'en servent, mais l'élite, non. Les politiques, non, ils ne vont jamais s'en servir de ça. Les discours politiques des députés, pas des députés, ils sont trop bas, des ministres, du président de la République, sont créés par des supraconscients ou des mystiques de très haut niveau qui truffent leur discours de PNL, de programmation neurolinguistique. Les publicistes se servent à 1% de cette science. Mais le gouvernement, il s'en sert à 99%. La PNL et le Vashikaran sont des armes d'intoxication psychique massive. Et les humains ne le savent pas. C'est-à-dire, là en ce moment, avec le Covid-19, les gouvernements instillent la peur. Eros et Thanatos, les deux ressorts principaux chez un homme, c'est la peur de mourir et l'envie de procréer. Il a peur de mourir, il veut se procréer avant. Donc le cul et la mort. Eros et Thanatos, les deux principes, les Grecs anciens ont découvert ça il y a 2600 ans. Eros et Thanatos, c'est les deux ressorts principaux de l'humain. Il vient au monde, et là il comprend qu'il va mourir, qu'il a un temps donné. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ça c'est Thanatos, c'est la mort, il va mourir. Eros, il faut qu'il se reproduise avant. C'est ces deux principales préoccupations à un humain. Ne pas mourir, ou mourir le plus tard possible, et procréer, faire des enfants. On arrive à le comprendre que c'est basique ça. Eh ben tu me crois que la publicité, les publicistes se servent essentiellement de ces deux ressorts, la peur de la mort et le cul. Ça fait partie des deux clés de programmation neurolinguistique. Il y a des manières de crypter ça dans un discours, ça rentre profondément dans le cerveau reptilien, dans le système limbique des humains, et ils croient penser par eux-mêmes. En fait, on leur a mis des implants psychiques, ils ne pensent pas par eux-mêmes, on pense à leur place. C'est un peu ce qu'ils appellent aussi la langue de bois, la novlangue, tout ça, ils remplacent les mots pour faire... Alors attention, qui c'est qui a inventé ça? Orwell. Non, Goebbels. Le pape de la PNL, c'est Joseph Goebbels. C'est encore issu des nazis. En 1928, Goebbels, qui était un boiteux, difforme, enfin, il avait une jambe comme ça, il était tout tordu, qui avait des besoins de reconnaissance et besoin d'affirmer sa volonté de puissance. Par contre, il était intelligent. Il est allé proposer ses services à l'aristocratie nazie. Parce que les nazis, c'est pas que Hitler, c'est pas que Himmler, c'est pas que des militaires ou des pseudo-militaires. Parce que les SS, c'était même pas des militaires, c'était des paramilitaires, hein. C'est pas des soldats, hein. C'est des gens qui ont été militarisés, c'est une milice parallèle. C'était pas des soldats, c'était pas la Wehrmacht, c'était une police parallèle, des militaires parallèles. Et il faut savoir qui c'est qui était derrière tout ça. C'était l'aristocratie allemande, le groupe ThyssenKrupp, là, les grands sidérurgistes allemands qui fabriquaient des canons, les Krupp, Thyssen, tout ça. D'ailleurs, c'est eux qui nous gouvernent actuellement en Europe. C'est-à-dire que depuis 2002, les grands consortiums sidérurgistes allemands ont pris le pouvoir en Europe. Ces consortiums dictent des volontés politiques aux États, en Allemagne, en France,
puisque l'Europe maintenant, il n'y a plus d'État. C'est un pays, on est des Européens, on n'est plus des Français. Eh bien, on est gouverné par le ThyssenKrupp. ThyssenKrupp Group, c'est-à-dire le groupe ThyssenKrupp qui a financé les nazis. On est dirigé par les descendants de ceux qui ont mis Hitler au pouvoir. Alors, ça se traduit comment dans la rue? Les yeux crevés, les côtes cassées, flashball, mains arrachées, intestins perforés. D'accord. C'est la politique amalécite. On est gouverné par des consortiums germano-scandinaves. Eh bien, sans transition, on continue. À toi, Jean-Paul. Alors, on va attaquer avec le bouddhisme, le taoïsme martial. Parce que beaucoup de gens, quand on évoque la spiritualité, beaucoup de gens se prétendent bouddhistes ou peu importe, ou ils sont dans une mouvance spirituelle, en pensant que l'éveil amène vers la gentillesse, vers l'empathie, vers des choses un peu positives comme ça, alors que c'est faux. C'est tout à fait faux. Le bouddhisme a une voie martiale qui s'appelle le Sohei, et le taoïsme a une voie martiale qui s'appelle le Shugendo. C'est-à-dire que je l'explique dans plusieurs vidéos, l'éveil, avant d'être spirituel, il est martial. Pourquoi? Parce qu'une des facultés liées à l'instase mystique, c'est l'abolition de la peur de la mort. Un supraconscient qui atteint 1 Hz d'activité neuroélectrique, un décidi, c'est l'absence de peur de la mort. Cette angoisse liée à la peur de mourir est abolie. Pourquoi? Parce que le supraconscient s'aperçoit qu'on vit dans un univers de réincarnation, que la mort est temporaire, que les vahanas, on dit vahana dans le bouddhisme ou Tianlong dans le Shugendo, le véhicule céleste reconstruit perpétuellement des entités organiques qui récupèrent les 4 creusets. Donc techniquement, on est semi-immortel. C'est-à-dire qu'on meurt de temps en temps pour renaître. On change de véhicule. Non, le véhicule c'est toujours le même, on change juste d'entité organique. Ouais, c'est-à-dire notre carcasse biologique, elle dépérit, mais pas nos creusets. Nos creusets et notre véhicule céleste, le Tianlong, ils sont éternels. Donc créer des entités organiques avec une durée de vie limitée, on va dire entre 70 et 90 ans, s'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas d'incidence karmique, c'est programmé pour distiller du yuan ki, de la force vive pendant un certain temps. Mais la mort est temporaire, c'est une illusion presque. Les taoïstes, je l'ai publié sur mon compte Facebook, pour illustrer la vie éternelle des supraconscients, on montre toujours le Tianlong et le Feng Wang. Le Feng Wang, c'est un phénix. On montre le Tianlong en train de tourner sur des fois des commodes chinoises ou sur des estampes. On voit un dragon qui tourne avec un phénix, un Feng Wang, et au milieu, il y a une perle. Donc ça, c'est le Zhenzu, c'est la perle du dragon, c'est le 4e creuset. Donc rien qu'une illustration comme ça pour un supraconscient de haut niveau, il sait que ça veut dire c'est le combat du Feng Wang, du phénix, qui meurt et qui renaît au sein de son Tianlong. Le but, c'est d'attraper quoi? Le Zhenzu, le 4e creuset de force vive. Donc rien qu'avec une estampe ou une gravure sur un bas-relief sur une commode, on sait de quoi ça parle. Donc on en revient à l'éveil martial. Les voies ésotériques au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Occident, au Japon, en Chine, peu importe, se sont tout aperçus que, d'ailleurs c'est devenu un adage au Japon, on dit sur 10 hommes qui atteignent le Satori, donc l'illumination profonde, 4 deviendront des religieux, 5 deviendront des guerriers, le dernier deviendra fou. Alors le dernier, ça évoque juste le syndrome de l'élu, c'est-à-dire ça frappe un supraconscient de temps en temps, son accès infrascopique quand il arrive dans l'univers tachyonique, ça lui fait tellement un choc psychique qu'il se prend pour le fils de Dieu, il se prend pour l'élu, il croit que ça n'est arrivé qu'à lui. Il croit que ce phénomène, il est le seul à l'avoir vécu, que c'est jamais arrivé avant, jamais arrivé après, il se prend pour le Christ. Donc c'est un syndrome, ces gens à qui ça arrive, le syndrome de l'élu, les supraconscients qui sont frappés de ce syndrome finissent en psychiatrie. C'est-à-dire que tous les gens qui racontent, ils lui disent je suis l'élu, je suis le Christ. Donc forcément la famille s'inquiète, se pose des questions. Donc ce mec finit tôt ou tard devant un psychiatre. Et comme il continue sans cesse à dire la même chose, il finit en psychiatrie, on l'enferme. C'est des gens qui finissent internés. Donc effectivement, de temps en temps, un supraconscient qui ne s'est pas bien préparé psychiquement, qui n'a pas pris le temps de comprendre que ce phénomène est accessible à tout le monde, que la supraconscience, c'est une faculté qui est encodée dans tous les systèmes cérébrospinaux. Celui qui pense
s'il se pense le mec que ça ne frappe que lui, ben c'est dangereux, c'est pernicieux. Le mec se prend pour le Christ. Enfin, si c'est un bouddhiste, il se prend pour Bouddha réincarné. Si c'est un occidental ou peu importe, ou il va se prendre pour Al-Mahdi, si c'est un musulman, il va se prendre pour le sauveur. Donc c'est le syndrome de l'élu. Ça frappe aussi des gens qui ne sont pas supraconscients, qui vont à Jérusalem. On appelle ça le syndrome de Jérusalem. Ouais. Sur 1000 touristes, ou non pas 1000, c'est moins que ça. On va dire sur 10 000 ou 15 000 touristes, chaque année à Jérusalem, il y en a un qui est frappé du syndrome de Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, il se prend pour le Christ. Ah ouais, c'est un syndrome... 1 sur 1000 Non, je sais pas, 10 000, 100 000, 1 million, j'en sais rien. Je ne me suis pas trop intéressé à ça, mais j'ai lu un jour, je me suis dit, oh mince. Syndrome de... mais c'est marqué, hein. Si vous allez sur Google ou quoi, c'est répertorié par les psychiatres, on appelle ça le syndrome de Jérusalem. Il y a un touriste sur 100 000 ou sur 1 million, j'en sais rien, sur le pourcentage, je ne le connais pas. Mais le syndrome existe. Il y a des Danois ou des Français ou peu importe, ils arrivent à Jérusalem, puis quand ils arrivent devant le chemin de croix ou ils arrivent devant la tombe du Christ, eh ben, ils se prennent pour l'élu. C'est une atteinte psychique. C'est une transcendance. Ça doit être fort. C'est une transcendance mal contrôlée. Le mec, dans l'avion, il parle à sa femme, si, je sais, je le sais, c'est moi, je suis Jésus, je suis la réincarnation. La femme commence à s'inquiéter. Donc au retour dans le pays, elle va consulter un psy. Et puis ces gens aussi finissent généralement en psychiatrie. Donc ça ne frappe pas que les supraconscients. C'est pour dire que le phénomène supraconscient il est tellement violent qu'un supraconscient sur je ne sais pas combien, parce que quand on dit 1 sur 10, moi je pense que c'est beaucoup moins que ça quand même. Un supraconscient sur 100 ou sur 1000 est frappé du syndrome de l'élu. Oui, parce que sinon, on en verrait Non, moi plus. je suis passé à travers. C'est-à-dire, c'est vrai, moi, mon premier accès infrascopique, il y a une claque psychologique qui laisse le sujet en catatonie pendant une dizaine d'heures. La psyché combat ce qu'elle vient de vivre. La raison du sujet dit non, ça ne se peut pas. Donc, je sais que je suis passé par là de se dire, oh là, c'était fort ce que j'ai vécu. Mais je n'ai pas été atteint par ce syndrome, quoi. Ça ne m'a pas touché. Le lendemain, je ne me suis pas pris pour le Fils de Dieu. Je me suis dit, j'ai vécu quelque chose de très fort. Il faut que je... Oui, c'est perturbant déjà. C'est perturbant, il faut que je cartographie le phénomène, mais je n'ai pas été atteint par ceci. Mais j'arrive à le comprendre. J'arrive à comprendre que certaines personnes sont tellement fascinées par ce qu'ils viennent de vivre. Après, c'est une question d'ego. Le gars qui a un ego à peu près équilibré au quotidien... il arrive à s'en sortir mieux que le gars qui déjà se prend pour qui il n'est pas, quoi. Je pense que ça atteint surtout des gens qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. Donc moi, comme je n'ai pas une très grande opinion de moi-même, attention, j'ai pas non plus, je me rabaisse pas, je suis naturel, mais j'arrive à comprendre que elle est tellement forte, cette expérience. Ça peut secouer le cerveau. Donc on appelle ça le syndrome de l'élu. Donc, alors les gens ne le savent pas, dans le bouddhisme, tous les gens qui se présentent, moi des fois on me dit oui, mais tu as vu, tu parles des fois, l'éveil martial, la réactivité, parce que je cite tout souvent un adage qui dit, les gens disent pourquoi tu prônes l'éveil martial? Le Satori c'est l'éveil martial, c'est-à-dire l'éveil du guerrier. Ben, parce que les Japonais ils ont une phrase pour illustrer cette philosophie, c'est il vaut mieux être un guerrier en plein milieu d'un jardin qu'un jardinier en plein milieu d'une guerre. On peut avoir un éveil martial et être initié aux armes, mais sans s'en servir. Avoir un éveil martial, ça ne fait pas de l'homme un homme violent, ça fait de l'homme un homme aguerri. C'est-à-dire, s'il y a un problème, il saura le gérer. Il faut être dans l'adéquacité. Il faut toujours rester dans l'adéquacité. Donc moi, je n'ai pas envie d'être un jardinier en plein milieu d'une guerre. Je me dis, je préfère être un guerrier en plein milieu d'un jardin. Et si un jour je suis confronté à un souci, je sais quoi faire. D'ailleurs, ma vie, elle a illustré cette philosophie. Toute ma vie, ça a illustré cette philosophie. Au quotidien, moi, je suis gentil garçon, j'embête personne. Hein. Seulement, si on vient m'embêter, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, je sais ce qu'il faut faire. Donc, les gens qui pensent que le bouddhisme n'est un message de paix, de fraternité, non, vous vous trompez. Bouddha, Siddhartha Gautama, Shakyamuni, le prince silencieux, était un guerrier d'élite, c'était un kshatriya du clan des Shakyas, c'est-à-dire c'était un guerrier d'élite, c'était un cataphractaire, c'était un homme qui à cheval, qui défonçait les lignes défensives des fantassins. Les cataphractaires, ça veut dire couvert d'écailles, cataphractos en grec. C'était des hommes qui étaient complètement carapassonnés. D'ailleurs, la cavalerie perse et la descendante de cette cavalerie Shakya,
C'était des hommes, on les appelait couverts d'écailles, cataphractaires, parce qu'ils cousaient sur du cuir des petites écailles en acier, les unes sur les autres. On aurait dit des poissons. Ils étaient couverts avec des armures faites d'écailles de métal. Et les Grecs les avaient appelés cataphractos, les couverts d'écailles. Alors, Bouddha était un cataphractaire. C'était un guerrier d'élite, un cavalier qui chargeait à la lance des rideaux défensifs de fantassins. Donc, on n'a jamais dit que Bouddha était un brahmane, c'était pas un prêtre. C'était un kshatriya, c'était un guerrier d'élite. Et les gens, ça, quand je leur dis que... Alors, ils vont consulter, ils vont s'acheter un livre sur Bouddha, ou ils vont enquêter sur des sites sérieux sur YouTube ou sur Internet. Et après, ils viennent me voir et me disent, mais c'est vrai, t'avais raison, Bouddha, c'était pas un brahmane, c'était un kshatriya, c'était un guerrier d'élite. Alors, je dis, pourquoi vous avez cru quoi? Je le dis depuis le début, avant d'être spirituel, l'éveil est martial. L'illumination profonde, le fait que la peur de la mort est abolie, ben, le mec il n'a plus peur, après on peut en faire un guerrier d'élite. C'est les temples qui étaient dédiés à la supraconscience formaient essentiellement des guerriers d'élite à l'époque. Les Shugendo, ben, les Hatamoto chez les Japonais, ou la caste des samouraïs, leur éveil, leur satori était martial. C'est-à-dire ils atteignaient l'illumination profonde pour devenir des guerriers ultimes sur le champ de bataille. On ne peut pas faire reculer un soldat qui n'a pas peur de mourir. Il va se faire tuer, mais on ne pourra pas le faire reculer. Ça fait des fanatiques. Hein. D'ailleurs, il y a eu des fanatiques aussi chez la secte des Assinsin, les assassins, la voix chiite du guerrier, du cheikh Hassan al-Jebel, à la forteresse d'Alamout. C'était des gens qui étaient formés à l'illumination martiale. Alors pour leur faire atteindre l'illumination martiale, on leur donnait des boulettes de hashish. Ah, pour les rendre... Non, c'était un inducteur d'anstase mystique. Alors le cheikh al-Jebel, le cheikh al-Jebel, ça veut dire le vieillard de la montagne, Hassan, ce cheikh, avait monté un harem dans son palais à Alamout. Il avait pris les plus belles filles de la région, ils avaient payé pour faire venir des courtisanes de luxe. Il en avait mis une dizaine, une douzaine dans son palais. Et il avait fait un décor féerique. Il faisait gober des boulettes de hashish aux disciples. Alors un disciple, il rentrait, il avait 14-15 ans pour être pris en main dans une voie martiale comme ça. On lui faisait prendre une anstase mystique induite par la drogue. Alors moi, je suis contre ça. C'est-à-dire tout ce qui est ayahuasca, tout ça, je combats ça. N'allez pas là-dedans. Mais c'est vrai que ça induit des anstases mystiques aussi. Donc le jeune comprenait, on lui faisait gober des boulettes de hashish. Il se réveillait dans ce jardin avec on lui disait que c'était des vierges, qu'il avait atteint le paradis momentanément. On lui disait, si tu fais ce qu'on te dit maintenant, tu retrouveras ce paradis. Alors il disait, ok. Et on en faisait des guerriers d'élite, c'est-à-dire les Assinsin. Alors je dis pas Ashishin, je dis Assinsin, moi, parce que je vais expliquer le jeu de mots. Les Assinsin, on en faisait des guerriers fanatisés parce que le mec avait atteint l'illumination, donc il n'avait plus peur de mourir. Et en plus, il se disait, si je tue la cible que le cheikh m'a désignée, parce que c'était des tueurs, les mecs, hein, on en faisait des fedaikin, c'est-à-dire des gens qui allaient tuer, mais qui savaient qu'ils allaient mourir. Parce que quand ils ont tué des sultans, ils ont tué des émirs, les Assinsin, parce que quand ils tuaient par exemple un sultan, la garde personnelle mettait à mort immédiatement. Le Fedaïn était tué immédiatement. Il savait que c'était une opération suicide. Il s'en foutait, il allait retrouver les houris après. On lui avait promis des vierges, le cheikh Hassan lui avait montré les vierges, alors lui il disait ok, moi j'y vais. Alors Assinsin et Ashishin, je vais expliquer pourquoi. Le vrai nom des assassins, alors Assassin's Creed, les jeunes, les héros d'Assassin's Creed, le vrai nom, Assinsin, ça veut dire les disciples de Hassan. Le disciple du cheikh al-Jebel, il s'appelait Hassan, c'était son prénom. Donc Assinsin, ça veut dire les disciples de Hassan. Mais les Templiers, comme ils savaient qu'ils mangeaient des boulettes de hashish, ils ont fait un jeu de mots. Ils ont dit les hashishin, les bouffeurs de shit. Les hashishin. C'est-à-dire, les Templiers, les croisés Templiers, ont déformé le mot Hassansin, les disciples de Hassan, et ils les ont transformés en Hashinshin, les bouffeurs de shit, les bouffeurs de hashish. Mais le vrai nom, c'est Hassan Sin, les disciples de Hassan, du cheikh al-Jebel à Alamout. Enfin, c'était une parenthèse, parce qu'on va voir que toutes les voies ésotériques, elles mènent toutes à la guerre. C'est vrai, les voies mystiques mènent toutes à la guerre. C'est-à-dire,
pratiquement être religieux, c'est une répercussion. Le vrai but de l'illumination pendant des siècles et des siècles sur la planète, elle a été martiale. Les bouddhistes avec le Sohei et les taoïstes avec le Shugendo formaient des guerriers. Et de temps en temps, il y avait un prêtre, un bonze, et on le mettait dans un temple. Lui, bon, ça n'a pas marché, il ne sera pas un guerrier, mais en règle générale, ça formait des guerriers d'élite, ça ne formait pas des religieux. Alors, on va commencer par les bouddhistes, la voie Sohei. Alors, si vous avez envie de développer ce thème, vous allez vous marquer bouddhisme Sohei, c'est au Japon. C'était des guerriers d'élite. Bouddhistes, c'était des moines, des bons guerriers, les Sohei. C'était des bouddhistes. Il n'y avait pas de générosité en eux. Ils sont dans l'absolu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'enstase mystique, quand on atteint le monde infrascopique, on est transcendé. On arrive dans un univers qui est par-delà le bien et le mal. C'est dans l'absolu. La fusion de Vishnu et Brahma de Vishnu et Shiva donne Brahma l'absolu. La fusion parfaite du yin et du yang donne le Tao-Te, c'est-à-dire la sublimation des deux polarités ne donne ni du bien ni du mal, ça donne de l'absolu. Donc quand on est dans l'absolu, on n'a plus de considération de mal, de bien, de tuer, de mort. Les gens qui atteignent ce niveau savent que leur carcasse biologique est périssable, mais qu'ils vont revenir à la vie d'après. S'en foutaient d'aller tuer un sultan et de se faire massacrer 5 secondes après, parce qu'ils savaient qu'ils allaient revenir sur la planète. Donc c'est une philosophie qui transcende le bien et le mal. S'en fout après. Le mec, ça devient champion du monde du balcouisme. Non, c'est vrai. Et ça fait quoi des bons guerriers? Parce que le mec qui n'a pas peur de mourir sur un champ de bataille, c'est un guerrier ultime, c'est un homme augmenté. Quand il y a 20 fantassins qui sont dans une tranchée en train de trembler de peur, qui n'osent pas sortir la tête de la tranchée, quand il arrive un supraconscient de haut niveau avec une arme dans chaque main, il rentre et fait un carnage dans la tranchée. Parce que les gens sont terrorisés. Et là, on a affaire en face à un guerrier qui n'a pas peur de mourir. Donc il n'est pas terrorisé du tout, lui. Il a tous ses réflexes, il a toute son acuité cérébrale, il vient, il fait du mal. Et tous les fantassins qui sont regroupés, enterrés dans leur tranchée, vont tous mourir, vont se faire tuer par un seul soldat. C'est ça que les voies mystiques visaient. Donc allez vous intéresser à la voie bouddhiste Sohei, et vous allez voir que ces bouddhistes, ces bonzes, qui étaient des grands prêtres, c'était des guerriers d'élite. Alors leurs alter ego au Japon, au Sohei, bouddhistes, c'était les Shugendo taoïstes. Alors Shugendo, ça veut dire la voie de la magie, la voie des pratiques magiques. Alors le Shugendo, c'est pareil, mais alors attention, le taoïsme et le bouddhisme sont deux voies entremêlées, c'est-à-dire le zen, le chan, c'est-à-dire... alors le zen, ça vient d'un mot, zen c'est un mot japonais qui vient d'un mot chinois, qui s'écrit chan, avec un accent sur le A, qui vient lui-même, c'est la déformation d'un mot sanskrit, qui s'écrit dhyana, D-H-Y-A, D-H-Y-A-N-A. Dhyana, qui veut dire concentration. Donc les voies mystiques se sont aperçues qu'il y a une progression cérébrale. Alors ça démarre par le sanchin, c'est la concentration. Le sanchin, la concentration, va amener au mushin, à l'éveil instinctif, qui va mener au fudoshin, à l'éveil émotionnel, qui va mener au kensho, à l'éveil analytique, qui va mener au satori, l'activation du zenzu, la perle du dragon. Ça c'est l'éveil absolu, mais ça par contre, celui-là d'éveil, on ne peut pas l'atteindre sur un champ de bataille. Ça demande une quiétude absolue. Le satori, on le fait dans un ashram, on le fait dans un temple, on le fait dans une cathédrale, ou dans sa chambre, sur un tapis de méditation, mais on ne peut pas l'atteindre sur un champ de bataille. Le satori se prolonge pendant 7-8 minutes, et le mec fait une bulle autistique. Il n'entend plus rien, il ne sait plus ce qui se passe. Par contre, le kensho dure quelques secondes, c'est un éveil partiel. Et ce kensho, par contre, on peut le multiplier sur une bataille. Un kensho qui va durer 4-5 secondes, on peut le régénérer quelques temps après, à encore un kensho 4-5 secondes après. Et là, par exemple, à l'ère Kamakura, les samouraïs n'étaient pas que des bretteurs, c'était pas que des joueurs de sabre, c'était aussi des archers, des fins archers. Donc après ça a changé à partir de Tokugawa, l'arc a été abandonné, le kyujutsu, et ce sont devenus uniquement des sabreurs, des bretteurs, ce sont devenus des manieurs de sabre. Mais ère Kamakura, essentiellement un peu Muromachi, ils étaient à la fois des sabreurs, ils maniaient le katana, mais ils étaient aussi des archers émérites. Alors, qu'est-ce que ça fait un kensho, un éveil analytique? Ça a été aussi testé au Japon ou dans d'autres pays. Un gars qui déclenche un kensho au kyudo ou au kyujutsu, à l'arc asymétrique,
le Yumi, il va se mettre à 50 mètres de la cible, on va lui allumer une bougie, et puis là, sans regarder la cible, le monsieur va se concentrer, il va déclencher Mushin, Fudoshin, Kensho, il va décocher sa flèche sans regarder la cible, et il va scalper la flamme de la bougie. Ouais, on rentre dans la magie avec le Kensho, c'est-à-dire des grands maîtres de Kyujutsu au Japon. Une alliance de femmes, par exemple. On demande à quelqu'un, un assistant dans la salle, prenez l'alliance que vous avez au doigt, mettez-le à une centaine de mètres, pose une alliance sur un billot de bois, et le maître de Kyujutsu va enfiler l'alliance avec sa flèche, à 100 mètres, sans regarder la... Ouais. On rentre dans la magie avec le Kensho. Un maître de Kyujutsu, c'est un magicien. Hein. Donc voilà pourquoi le bouddhisme a accouché d'une voie martiale, le Sohei, et voilà pourquoi le taoïsme a accouché d'une voie martiale, parce que ça les intéressait. Les siddhis, les facultés supranormales liées à l'enstase mystique, à ce phénomène psychophysiologique, ça a essentiellement intéressé des militaires. Alors les gens qui me disent « Ouais, mais tu parles d'éveil martial, nous on est dans la paix, dans la gentillesse, la compassion. » Moi aussi, mais moi aussi. Au quotidien, moi j'ai des enfants, je suis gentil avec ma femme, avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Je ne maltraite pas mes amis. Je t'ai maltraité, moi, une fois. Je parle un peu dur. Pas encore. Non, je ne fais pas de mal à mes proches, moi, jamais. Je suis vif, des fois, quand je parle, je suis comme ça avec tout le monde, mais je ne fais pas du mal à mes proches. Par contre, l'éveil martial te donne la réactivité, c'est l'adéquacité. C'est-à-dire, je sais exactement comment je dois me comporter. Si le monsieur en face m'agresse, je ne lui laisserai pas de chance. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour faire très très mal. Donc, ça ne m'empêche pas d'être un gentil garçon au quotidien, ça. Il vaut mieux être un jardinier, un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Au quotidien, moi, je suis normal. Après, il ne faut pas me chercher des poux. Toutes mes incarcérations, je les ai eues parce qu'on m'a enquiquiné. C'est pas moi qui suis allé enquiquiner des gens. On m'a enquiquiné. Ça m'a valu de la prison. Alors là, j'ai fait la croix du Dharma. Ça, c'est la voie bouddhiste Sohei. Et le Taijitsu, tout le monde connaît. Le Yin-Yang, ça, c'est la voie Shugendo. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous allez étudier le dossier Sohei bouddhisme. Vous allez étudier le dossier Shugendo et vous allez voir que les trois périodes principales, les trois ères principales au Japon où ces techniques psychophysiologiques ont été utilisées pour la guerre, hein, eh ben c'était l'ère Kamakura. Alors l'ère Kamakura, c'est le must du Japon martial. C'est vraiment les Japonais, quand on leur parle des samouraïs, des bushi, parce que le samouraï, le terme n'a jamais été utilisé au Japon, hein, c'est un terme péjoratif. Ils se nommaient bushi ou hatamoto. Alors, samouraï, ça veut dire les comment on appelle ça, C'est pas des guerriers ou non, c'est très péjoratif, samouraï. Samouraï, ça veut dire les laquais. Ah, d'accord. D'accord. Les valets, les hommes aux ordres, nous, en Provence, on dit les bochu. Ouais, les baltringues. Pourquoi? Parce que sabour, en japonais, ça veut dire servir. C'est un serviteur. Samour, c'est celui qui est dans une maison avec des aristocrates et qui donne le café, qui donne à manger. C'est samour, samour, ça veut dire servir. Et les Japonais, au Bushi et au Hatamoto, comme ils servaient le shogun, et que le shogun leur disait « va là-bas, va te faire tuer », ils allaient se faire tuer. Et les paysans n'arrivent pas à le comprendre, ça. Alors ils les appelaient quoi? Les baltringues, les samouraïs. Ceux qui vont servir comme des chiens. Samour, ça veut dire vraiment servir comme un chien. Samouraï, c'est un terme péjoratif. Alors, pourquoi il a été importé en Occident? Parce que quand les Occidentaux, les Anglais, les Français, ou peu importe, allaient enquêter dans des villages au Japon, à l'ère Edo, parce qu'il y avait encore des samouraïs au 19e siècle, en 1880, ça a été aboli à la fin du 19e siècle. Quand des Occidentaux se pointaient au Japon, qu'ils allaient dans des villages, ils entendaient à longueur de journée « samouraï, samouraï, samouraï ». Parce que les Japonais les appelaient comme ça, mais c'était péjoratif. D'accord. Ça voulait dire les loufias, les baltringues, ceux qui sont aux ordres du shogun ou du daimyo. C'est vraiment, samouraï, c'est très péjoratif. Le vrai nom, c'est bushi ou hatamoto. Bu, ça veut dire guerre. Shi, ça veut dire l'homme. Bushi, l'homme de guerre. Hatamoto, ça veut dire celui qui porte la bannière. C'est un samouraï, un bushi d'élite. Ouais, c'est le grade au-dessus. Donc c'était des bushi ou des hatamoto. Samouraï, ce sont... Puis de toute façon, à l'époque, si quelqu'un qui appelait samouraï à un bushi, c'était lui couper la tête. Hein. C'était insultant, samouraï. Hein. Et malgré tout, c'est ce terme qui a été retenu en Occident. Le terme péjoratif est rentré dans les mœurs, on dit un samouraï, alors qu'ils ne se sont jamais appelés eux-mêmes des samouraïs. Comme ninja, ils ne se sont jamais appelés ninja, ils se sont appelés shinobi. Le vrai nom, c'est shinobi, c'est pas ninja. L'Occident a
à donner les noms employés par les paysans qui les dénigraient. C'est fou. Ouais, ouais. Ninja, ça veut dire les furtifs, ceux qu'on ne voit pas, les ombres. Alors qu'eux se nommaient shinobi, les gens qui font l'art de la guerre occulte, clandestine. Le terme samouraï, ça leur plaisait vraiment pas. Hein. Samour, ça veut dire ceux qui sont comme ça, qui sont la tête baissée pour servir les esclaves. D'accord. Les tafioles. Non, pas tafiole, c'est les petites gens, quoi. Non, gens qui nous, sont au en service, Provence, on dit les boachous. Va m'acheter des cigarettes, va faire ci, va faire ça. Le boy. Ouais, mais c'est très péjoratif, samouraï. Très péjoratif. Par contre, très prestigieux au Japon, c'est Hatamoto. Un bushi, un samouraï de base. Un bushi, c'est-à-dire sur 10 000 bushi, il y avait un Hatamoto. C'était la crème de la crème. Sur 10 000 bushi, c'était des bons les mecs, c'était des hommes de guerre. Hein. Ben, le shogun sélectionnait, avec chaque année il y avait des concours d'entrée, il y avait des exercices à réussir. Ben, chaque année, sur 10 000 bushi, il y avait un Hatamoto. D'accord. Alors déjà pour être Hatamoto, guerrier ultime, ben, déjà c'est-à-dire sur 10 000 bushi, sur 10 000 samouraïs, ils n'avaient pas tous atteint le satori. La plupart c'était des nobles de basse condition. Des nobles qui avaient juste un petit arpent de terre, qui n'avaient pas beaucoup de serviteurs, ils avaient un ou deux serviteurs. Ils n'étaient pas super érudits, ils avaient suivi des études à peu près moyennes, quoi. Donc ce mec, il restera bushi toute sa vie. Mais le bushi issu un peu de l'aristocratie supérieure, qui avait reçu une bonne éducation, qui a été vraiment des études très poussées, avec des bonnes compétences martiales, qui savait bien se servir du sabre. Lui, il était sélectionné pour devenir Hatamoto. Mais la condition sine qua non, c'était d'atteindre le satori. Okay. Donc on les conditionnait à ça. Et puis le jour où il atteint le satori, il décrit son expérience. Et là, le bonze disait si c'était vrai. Parce qu'il y a des choses, il ne peut pas l'inventer. C'est pas dans les livres. Dès qu'il voyait que c'était confirmé qu'il avait atteint le satori, il allait voir le shogun, il lui dit oui, celui-là de bushi, tu peux le prendre dans tes gardes, Hatamoto. Les Hatamoto, c'est ceux qui gardaient le shogun. C'est-à-dire, ils ne recevaient d'ordre que du shogun, même pas des daimyos. C'est-à-dire, il y avait un shogun au Japon et des daimyos, des gouverneurs de province. Ben, un Hatamoto ne recevait pas d'ordre des daimyos. C'est-à-dire, les préfets n'avaient aucun pouvoir sur les Hatamoto. Les daimyos, c'était les préfets. C'est-à-dire, la seule personne qui pouvait donner un ordre à un Hatamoto, c'était le shogun en personne. C'était vraiment, de toute façon, la crème de l'élite des guerriers, ça a été la Hatamoto sur la planète. Ça a été quand on est intelligent, quand on a des réflexes, quand on ne craint pas la mort, quand on est habile aux armes, ben, ça crée des gens dangereux sur un terrain de bataille. Oui, je pense. Il y a des anecdotes sur des livres qui sont passionnantes sur les Hatamoto. Par exemple, quand il y avait des daimyos, des gouverneurs de province qui avaient des problèmes de frontières des fois, contester la frontière. Donc les daimyos rentraient en guerre, ils envoyaient leur bushi d'un côté, ça faisait des batailles sanglantes. Et puis les Japonais à l'époque se battaient beaucoup avec c'était pas des tranchées, ils montaient des palissades en bois, tressées comme ça. Ça dissimulait leur mouvement derrière. Et avec la cavalerie, l'infanterie et les archers, ils avaient développé des techniques de guerre où il fallait prendre position. C'était un peu des guerres de position avec des petits mouvements de cavalerie, mais c'était ça ressemblait leur guerre à la guerre de 14-18. Ils prenaient position et ensuite il y avait des attaques, des incursions, et tout le monde était caché derrière ces palissades tressées. Il y a un film, ça s'appelle Le Dernier Samouraï, pour ceux qui veulent le voir. Il y a la dernière bataille finale, il y a ce que je suis en train de raconter. On voit tous ces murs d'osier qui sont disposés. Ça, c'est vraiment typique des batailles japonaises. Alors, l'anecdote, c'est que quand il y avait des daimyos qui mobilisaient 10 000 bushi d'un côté, 15 000 bushi de l'autre, il allait y avoir une bataille sanglante. Il suffit qu'il arrivait 4 ou 5 Hatamoto, des cavaliers, tout le monde partait. Ils abandonnaient leur position. Les fantassins avaient tellement peur, ils abandonnaient leur position. Des deux côtés, tout le monde foutait le camp. Alors c'était juste un aperçu, parce que là il y a le confinement Covid, moi je suis attendu, je m'occupe de mes parents, je suis soutien de famille, mon père a une leucémie, il a perdu sa mobilité, donc je suis venu faire 3 vidéos concentrées là, pour continuer à faire vivre la chaîne malgré le coronavirus et le confinement. Mais on va dire que c'est des sujets, je les développerai plus tard avec des vraies vidéos de 1h30 consacrées à chaque thème, à la nanherbe nazie, aux voies ésotériques japonaises
et enfin tout ce qu'on est en train de développer. Là, je ferai des vidéos spécialisées. Donc pour conclure, si vous voulez vraiment voir ce qu'est vraiment le vrai éveil taoïste et bouddhiste, intéressez-vous au Sorei, au Shugendo, au Yamabushi. Alors les Yamabushi, c'était l'école ésotérique qui formait les Hatamoto. C'est-à-dire les Yamabushi, c'était des syncrétistes. C'était des gens qui mélangeaient Sorei, Shugendo, Vajrayana et animisme ancestral japonais. Des traditions qui remontaient jusqu'au néolithique. Donc si ça vous intéresse, c'est passionnant. Il y a une vie d'études là. Là, moi, je suis tombé là-dedans, j'avais 14 ans, et j'ai 53 ans, et j'y suis encore dedans. Hein. Et tous les jours, je découvre des choses. Voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis le pied à l'étrier. C'est plus d'un, je pense. Je pense, oui. En tout cas, c'est intéressant. La meilleure époque dans le Japon ancestral, c'est Kamakura. Voilà. Ensuite, Muromachi, c'est pas mal. Tokugawa, là, on arrive, c'est la Renaissance japonaise, c'est l'équivalent de la Renaissance en Europe. Là, on est passé dans autre chose. C'est plus des guerres, c'est des guerres de palais, on appelle ça. Les Bushi n'étaient plus des guerriers, des soldats, ils étaient devenus des policiers. Ils ont changé de statut. À l'ère Tokugawa, c'était plus des guerriers sur un terrain de bataille. Ils n'assuraient que la sécurité dans les villes. C'était devenu des prévôts. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour là. Eh bien, on dit merci quand même. Merci Jean-Paul du coup d'être venu nous voir durant ce confinement. On a fait très attention, hein, voilà, pour ceux qui s'inquiètent. On est à distance, tout va bien pour nous. Donc on vous remercie d'avoir été présent, d'avoir regardé. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Et puis abonnez-vous pour ceux qui Ah oui, je vais soulever quelque chose, tiens. Vas-y. On est en train d'arriver, je suis en train de regarder les vidéos. De temps en temps, je consulte. On est arrivé à chaque vidéo qu'on sort entre 7,5K et 9K. C'est-à-dire, on frise les 10K maintenant quand on sort une vidéo en un mois. Et on a 3300 abonnés. Ça veut dire qu'on a des gens qui nous suivent. Et qui ne sont pas abonnés. Et qui oublient de cliquer sur abonner. Oui. C'est-à-dire, si les 9000 personnes qui ont regardé la dernière vidéo qu'on a fait ou l'avant-dernière, si c'était tous abonnés, mais au lieu d'avoir 3300 abonnés, on en aurait 9000. Donc tous ces gens. Alors, il faut vous abonner, vilain. Ben, non, si c'est des oubliés, je le fais moi des fois. Ouais. Des fois, j'aime une chaîne et puis j'oublie de m'abonner parce que je connais le nom de la chaîne, j'y vais à chaque fois et j'oublie de m'abonner. L'avantage de l'abonnement, si je peux du coup rajouter quelque chose, c'est que quand il y a une nouvelle vidéo, on est informé régulièrement et du coup, on est à jour des vidéos voilà, de la chaîne en question. Donc si vous aimez la chaîne, parlez-en autour de vous, ça fera boule de neige et puis ça augmentera les cas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Bon confinement, prenez soin de vous. À bientôt Jean-Paul et merci. À bientôt. À bientôt Clément. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.